Je m'appelle Emmanuel. Emmanuel, bonjour. On est donc à la place de la Nation. Voilà. Et tu m'as dit que tu avais des choses à me dire. Tout à fait. Et tu m'as donné un petit prospectus que j'ai pas eu le temps de lire. On est à la fin de la manifestation des Gilets jaunes ce samedi 15 août. Oui. Et je t'écoute. Eh bien, disons que ça fait déjà plusieurs mois, même plus d'un an, que je porte un projet qui s'appelle le projet d'une constitution provisoire de transition, qui est une constitution dont le rôle, comme toute constitution, est d'arbitrer les différents, d'organiser l'État et d'arbitrer les différents conflits qu'il peut y avoir entre les couches de la société, mais sans prendre position. Une constitution, c'est un texte neutre. Donc il doit être neutre, mais loyal, pour permettre à tout le monde de participer aux prises de décision. La CPT, donc Constitution provisoire de transition, c'est une constitution qui a vocation à être intermédiaire entre la Ve République et une constitution qui serait écrite par une assemblée constituante tirée au sort. Pourquoi ça? C'est parce que une constitution doit être le reflet de la volonté du peuple. Moi, je suis pour la démocratie. Et donc, il y a quelque chose, on va dire, d'antidémocratique à écrire soi-même une constitution. Et je ne prétends pas... il y a une volonté démocratique, mais c'est une constitution d'initiative démocratique. C'est pas une constitution démocratique. À savoir, quand le peuple n'est pas en situation d'écrire une constitution, soit on fait rien ou on se castagne avec la police et on risque le bain de sang, soit on adhère à une initiative qui semble correcte et aller dans le bon chemin. Et c'est pour ça que c'est une constitution provisoire, parce que j'ai pris l'initiative, à partir de certaines idées démocratiques, d'écrire un texte qui, à mon avis, peut faire l'affaire, mais que je ne prétends pas imposer. Je prétends le diffuser et le mettre en débat. C'est une proposition de constitution provisoire de transition. Donc c'est une constitution qui introduit le référendum d'initiative citoyenne, qui introduit une vraie séparation des pouvoirs, qui révoque tous les élus de la Ve République, les élus nationaux de la Ve République. On peut laisser les pouvoirs locaux puisque eux-mêmes sont intermédiaires entre le pouvoir central et leurs électeurs. Et comme il n'y a pas de légitimité démocratique à écrire ce texte par un groupe ou quelques citoyens, en précisant que ce n'est pas un texte partisan, bien sûr, je le redis encore une fois, comme il n'y a pas cette légitimité démocratique, il faut s'interdire de prendre des mesures qui seraient irréversibles, comme par exemple la sortie de l'Union européenne, même si on peut le souhaiter. Mais donc il faut prendre à la fois des mesures d'urgence qui répondent aux besoins du peuple qui se soulève, et puis lui permettre donc de mettre en place une assemblée constituante tirée au sort. Et pour le faire, il faut également prendre en compte prendre le contrôle de la monnaie. Alors la monnaie dans l'Union européenne, c'est un peu compliqué de prendre le contrôle de l'euro puisque c'est des accords internationaux, mais rien ne nous empêche de créer une monnaie, et c'est ce qui est prévu dans la CPT, une monnaie locale au niveau national qu'on appelle le DEMOC, qui est basé qui serait mis sous le contrôle du pouvoir monétaire, parce que on nous a parlé j'ai parlé de la séparation des pouvoirs tout à l'heure. Il y a le pouvoir exécutif, législatif, judiciaire, ça on connaît bien, et ce qu'on connaît mal, c'est qu'il peut y avoir des raisons de définir d'autres pouvoirs, comme le pouvoir monétaire, le pouvoir médiatique et éducatif, qu'il est important de séparer de l'exécutif. Parce qu'actuellement, c'est pas séparé, le pouvoir éducatif, par exemple, et donc ça veut dire que les programmes sont soumis aux ministres issus du parti politique qui a gagné les élections. Et donc, il y a un lien direct entre le parti qui gagne les élections et le contenu des programmes. Donc, il est important que, pour avoir des citoyens éclairés, à la fois l'information et l'éducation soient indépendantes des autres pouvoirs. Donc, c'est pour ça qu'il y a le pouvoir médiatique et éducatif qui est créé. Alors, il y a le pouvoir monétaire, je l'ai dit, alors qui pourrait reprendre une partie des infrastructures de la Banque de France, qui a été nationalisée par De Gaulle, et qui maintenant fait partie de la BCE, mais on pourrait reprendre des parties de ça, on pourrait reprendre des parties des ordinateurs de Bercy par exemple, pour créer pour chaque citoyen un compte en DEMOC, donc la monnaie nationale, qui serait basé, où on créerait un compte en ligne, genre Boursorama, ou enfin je ne veux pas faire de pub pour les uns ou pour les autres, mais un compte en ligne où on créerait à partir de rien 1000 DEMOC qu'on créditerait sur chaque citoyen, et on pourrait leur mettre un revenu universel de 200 DEMOC par mois qui se rajouterait à tout le reste.
Alors qu'est-ce qui donnerait la valeur d'échange à cette monnaie? On ne chercherait pas à la faire reconnaître au niveau des marchés internationaux, ça ne serait pas une monnaie destinée à payer des importations, ça serait une monnaie destinée à redonner une activité économique pour pouvoir payer les gens, pour isoler les logements, pour soigner les gens, pour créer des hôpitaux, pour la santé, Actuellement, on est dans une situation où il y a des gens qui cherchent du travail, et puis où il y a des gens qui auraient du travail à faire et ils n'ont pas les moyens de payer des gens pour le faire. Donc en créant une monnaie à partir de rien comme ça, eh bien on génère une activité économique, et ce qui donnera cette valeur d'échange à la monnaie, c'est que l'État, donc géré par la Constitution, s'engage à accepter cette monnaie-là sur la base d'un démoc pour 1 euro dans tout ce qui est paiement au trésor public, que ce soit les impôts, que ce soit les crèches, que ce soit tout ce qui est... Et donc c'est ça qui donnera cette valeur à la monnaie, mais chacun des pouvoirs doit être contrôlé par les citoyens. Et si à un moment donné on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que c'est inflationniste, qu'il y a trop de démoc ou pas assez, eh bien c'est une assemblée de citoyens tirés au sort qui pourra écouter des experts en économie, leur expliquer qu'est-ce qui foire dans le projet, est-ce qu'il faut mettre moins de démoc en circulation, est-ce qu'on peut en mettre plus, voilà, enfin c'est un projet démocratique où le pouvoir exécutif est contrôlé par des citoyens, alors je préfère parler de pouvoir parlementaire plutôt que de pouvoir législatif. Pourquoi? Parce que actuellement on a un pouvoir exécutif qui ne fait pas qu'exécuter, mais qui décide. Or, un pouvoir exécutif, ça doit être des exécutants. Ceux qui doivent pouvoir décider, c'est une représentation des citoyens, et donc un parlement qui peut parlementer entre les différentes décisions à prendre. Tu veux redonner du pouvoir au peuple. Le peuple aurait des décisions à prendre régulièrement, comme quand tu m'as parlé du RIC. Il y aurait donc eh bien un peuple qui va pouvoir voter régulièrement pour différentes lois, pour disons que quand il y a des décisions, alors il y aurait le RIC. Le RIC, ça veut dire que le peuple peut décider lui-même quand il doit voter ou pas. Oui. Par vote électronique, ou parce que tu me parles d'une monnaie, c'est pas une monnaie électronique. Tu veux imprimer une monnaie le démoc, je pense que il serait pas obligatoirement que électronique. Mais ça serait beaucoup plus rapide à le mettre en œuvre de façon électronique. Tu n'es pas contre le côté électronique, le côté crypto et le côté peut-être aussi avec... Non, mais à mon avis, il n'y aura pas besoin de crypto. Ça ne sera pas une crypto-monnaie. Non, même pas une crypto, quelque chose une écriture, quoi. Il faudra simplement que les comptes en banque de chacun soient cryptés, comme si vous avez un compte en ligne actuellement. Oui. Pour la sécurisation. Pour la sécurisation, il faudra que ça soit sécurisé. J'ai des questions dès le départ, je t'ai laissé parler. Oui. Je trouve ça super intéressant. Je t'ai pas coupé parce que je savais pas où intervenir, je voulais te laisser parler. Mais par rapport à la Constitution que tu as écrite, tu es en train de me dire dès le départ, elle n'est pas forcément légitime, parce que tu me dis, tu m'as parlé de légitimité. Oui. Toi, tu la proposes, mais il faudrait que le peuple français puisse l'accepter, c'est ça? Alors il y a le mot légitimité, se réfère toujours à des valeurs. Donc à partir du moment où je l'ai écrite même si je me suis fait aider, même si on est des petits groupes à avoir participé, c'est pas une légitimité démocratique, parce que les gens qui l'ont écrite ne prétendent pas, et le savent, représenter tout le peuple. Par contre, on a une légitimité d'initiative démocratique. C'est-à-dire que dans la mesure où on met dedans des règles qui ne nous donnent pas le pouvoir à nous, mais qui donnent le pouvoir au peuple, et qui qui sont des propositions. C'est-à-dire qu'on ne prétend pas, nous, imposer ce texte-là. Proposition que tu peux mettre en ligne, que les gens peuvent accepter. Absolument, elle est en ligne. Tractée ou imprimée. Tout à fait, elle est en ligne. Vous tapez même sur le moteur de recherche bien connu, la Constitution provisoire de transition. Constitution provisoire de transition. Oui, tout à fait, entre guillemets, comme ça permet de garder l'expression intacte, et donc on la trouve plus facilement. Et toi, tu as besoin de Français, de nombreux Français qui acceptent cette nouvelle Constitution et qui peut-être viennent dans les rues pour... ça ne marchera que si on est des millions à l'exiger. Pour souhaiter changer de Constitution. Tout à fait. C'est-à-dire que je pense qu'il faut une insurrection citoyenne, pacifique, et que alors ça peut paraître utopique, et je revendique ce mot d'utopie non pas comme quelque chose d'impossible, mais comme quelque chose qui ne s'est jamais fait jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on a peut-être mis 1 ou 2 millions dans les rues. Moi, je pense qu'il faut viser 4, 5 ou 10 millions de gens dans la rue. Et qu'est-ce qui fait que c'est possible? C'est que jusqu'à maintenant, quand il y a eu 1 ou 2 millions de personnes dans la rue, c'était pour une revendication ou une opposition à quelque chose.
Et ce qui fait toujours peur aux gens dans le mot révolution, c'est de dire c'est le chaos. Or, la constitution provisoire de transition, c'est une constitution qui évite le chaos. Mais tu n'as pas parlé de révolution là, tu en parles, mais c'est je préfère parler de re-évolution en fait. Re-évolution. C'est-à-dire que on a l'évolution humaine de l'humanité est actuellement bloquée par l'oligarchie, par le capitalisme décadent, etc. Et il faut repartir vers une évolution différente dans d'autres sens, plus dans le sens de la consommation et de la destruction de la planète, mais il faut repartir vers une autre évolution. Et donc ça fait un peu jeu de mots, hein, re-évolution. Mais c'est, on peut aussi dire que si on fait un jeu de mots, le mot révolution, on fait un tour de 360 degrés, on revient au point de départ. C'est ça une révolution donc, aussi. Voilà, c'est aussi une révolution. Tu fais partie des premiers gilets jaunes, tu étais là, c'est une idée qui, je te dis ça parce que ça fait plus d'1 an et demi, c'est une idée qui a muré depuis 1 an et demi, que tu avais avant Alors elle avait mûri suite à Nuit debout. Avant les gilets jaunes. Avant les gilets jaunes, on va dire 6 mois avant, j'avais déjà commencé à travailler sur ce texte de constitution. On te dit que c'est une 6ème République, toi tu penses à quoi? Est-ce que tu veux que ce soit le nom 6ème République? Parce que si c'est la suite de la 5ème, est-ce que... Pour moi, comme ça. Le nom est ce qui est de moins important. Ce qui est important, c'est le contenu. Après, je te posais la question sur la monnaie. Pourquoi la monnaie s'appelle Démoc aussi? Vas-y, je vais répondre un par un. Oui, pardon, je pensais pas, vas-y. Le plus important, c'est le contenu, c'est pas le nom. Oui. Moi, je trouve que symboliquement, ça serait plus fort d'appeler ça première démocratie que 6ème République. Mais en même temps, le mot démocratie peut aussi ne pas faire l'unanimité parce que des gens peuvent avoir une fausse idée de ce qu'est la démocratie. Et puis que, comme je le disais tout à l'heure, c'est une initiative démocratique. Donc à la limite, moi je ne cherche pas à donner de nom au régime. Ça sera l'Assemblée constituante qui décidera comment elle veut appeler son régime après. Là, on est dans une situation intermédiaire de transition. Alors maintenant, pour revenir... Ah oui, le mot démoc, c'est vrai oui. Alors c'est une proposition hein, aussi, ça. C'est vrai que ça évoque... Ça vient d'où? Ça vient de démocratie, effectivement. Oui. Mais là aussi, le nom qu'on va lui donner... moi je propose démoc, mais si on veut choisir un autre nom... ce qui est beaucoup plus important, c'est la façon dont on le gère, dont on la crée, dont on la détruit, dont on la distribue. C'est ça qui est important. C'est pas le nom qu'on lui donne. Là, tu nous proposes un monde d'après, mais comment on fait pour passer de ce monde actuel au monde d'après à cette nouvelle constitution? Alors, comment ça se passe? Il faut qu'il y ait des personnes de confiance. Déjà, tu me dis qu'il faut qu'il y ait des gens dans la rue. Ça, ça je comprends. Après, il faut qu'il y ait des personnes de confiance. Et comment tu fais confiance d'abord à des personnes? Peut-être qu'après, tu peux te tromper, en fait. Alors, moi, je dirais que dès qu'on donne du pouvoir à des autorités, c'est basé sur la confiance. Oui. Mais, comme une monnaie d'ailleurs. Oui, mais le fait de donner du pouvoir à des autorités, c'est quelque chose qui, par essence, n'est pas démocratique. Or, pour moi, la culture de la démocratie, c'est plutôt une culture de la méfiance. C'est-à-dire que c'est une culture du contrôle des pouvoirs et de la possibilité de révoquer les pouvoirs et de les juger, et de condamner. Donc peu importe si les gens se trompent, si je te coupe, pardon, peu importe si tu prends des personnes, si elles se trompent, il faut qu'il y ait la possibilité de les révoquer rapidement. Tout à fait. Alors, de pouvoir changer de personne, de ne pas rester sur cette au jour J+1 de la promulgation de la CPT, alors c'est clair qu'on révoque tous les élus nationaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais pour assurer la continuité de l'État, les personnes les mieux placées, même si on peut ne pas les aimer, même si on peut considérer comme c'est des traîtres et tout ça potentiels, c'est les hauts fonctionnaires des ministères, les hauts fonctionnaires et les fonctionnaires des ministères. Oui. Et donc ils vont gérer les affaires courantes, ils vont assurer le fait qu'on continue à payer le salaire des fonctionnaires, que les pensions, les retraites, les allocations soient payées, et donc ça évite le chaos. Oui, parce que tu ne vas pas forcément supprimer les têtes, tu veux un nouveau système. Donc ceux qui sont déjà là peuvent aussi faire l'affaire s'ils se comportent bien, s'ils travaillent bien, on leur demande s'ils sont compétents. De prêter serment à la nouvelle constitution. Voilà. Parce que souvent dans les partis politiques, il y a des personnes qui proposent leur programme. Alors on n'est pas sur un parti, on est sur une constitution. Oui. Et on leur dit mais vous avez des têtes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire la même chose. En fait, on a toujours une sorte de méfiance, pas de confiance, et on se pose des questions. Là, tu proposes un système beaucoup plus, transparent, beaucoup plus sûr. Complètement. Après, les personnes, et pour ce qui concerne, alors tu as une constitution. Là, on parle d'élus. De personnes que l'on peut élire, et par rapport au président... Moi, je ne vais pas parler d'élus. Non, pas d'élus. Dans la constitution de transition, le statut d'élu est prévu. Oui. Cela dit, je n'ai pas parlé de révoquer les élus locaux, mais il n'est pas utilisé. C'est-à-dire que je n'ai rien contre... je suis même plutôt pour. Quand on a besoin de confier une tâche précise qui nécessite une compétence, il faut choisir. Choisir, c'est élire. Alors après, qui choisit, qui élit? Est-ce qu'il faut une compétence pour choisir? Est-ce que, je veux dire, si on
si on est plusieurs passagers dans un avion et qu'on doit décider de qui va le piloter, on va tous se mettre d'accord sur le fait qu'il faut quelqu'un qui ait son brevet de pilotage. Oui. Maintenant, s'ils sont 5 ou 6 à avoir leur brevet de pilotage, peut-être qu'il y aura des gens plus compétents que la moyenne des passagers pour dire oui, mais lui il a tant d'années d'expérience, il a volé sur tel avion, ça ressemble plus à l'avion qu'on a, etc. C'est eux qui auront une compétence pour choisir. Voilà. Qu'est-ce que tu penses des gens que je te coupe, je ne sais plus après où est-ce qu'on va aller, mais oui. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui sont en méfiance par rapport à cette 5e République et à des personnes qui ont été mises au pouvoir, que le peuple a élu, et des personnes qui ensuite vont voter des lois? Parce qu'il y en a qui vont te dire peut-être on voudrait un système dans lequel le peuple peut voter des lois. Parce que le RIC, souvent, certains, il y en a beaucoup qui le pensent comme ça, pour voter directement. Et qui vont te dire oui, on ne vote plus, on est avec des personnes qui eux vont voter, mais pas nous. Ouais. Le RIC, c'est effectivement une procédure qui, en toute matière, permet effectivement au peuple d'être à l'initiative de loi. Mais en même temps, je pense que si on décidait, sans changer de constitution, d'avoir le RIC en toute matière tel quel, ça pourrait être dangereux. Alors ça pourrait être dangereux pourquoi ? Parce que actuellement les médias sont entre les mains de l'oligarchie et qu'on voit très bien que le peuple est soumis dans sa majorité. Les Gilets jaunes sont loin d'être une majorité dans la rue. Le peuple est soumis aux campagnes de presse, aux campagnes médiatiques, etc. Qui influent son vote et ses décisions. Et on n'est pas à l'abri que si par exemple demain il y avait une grève de la SNCF, des fonctionnaires, etc., eh bien l'oligarchie fasse soit en sous-main à l'initiative d'un RIC qui demanderait que par exemple les fonctionnaires n'aient pas le droit de grève, par exemple. Et donc, le peuple pourrait être amené à voter contre ses propres intérêts et à favoriser l'oligarchie tant qu'on n'a pas le contrôle de la loyauté des médias. Donc tu as pensé au RIC, mais tu as pensé aussi Constitution, parce que sinon, c'est pour toi que le RIC, s'il est installé bientôt, ça ne va pas forcément servir le peuple, ça ? Bien sûr, c'est pour ça que j'ai parlé du RIC en toute matière. En toute matière. C'est donc constituant, législatif, abrogatoire, révocatoire. Est-ce que dans ta Constitution, tu veux un président, des personnes qui soient élues, mais qui n'aient pas cette possibilité de faire un second mandat et de s'occuper d'un second mandat pendant une partie de leur... Je ne propose pas qu'il y ait des élus dans la... Oui, pas du tout, ouais. Enfin, dis-moi en plus alors. J'ai parlé de choisir. Oui, il n'y aurait pas de président. En fait, il y aurait une équipe qui serait recrutée, mais sur des compétences et avec des missions. Les missions seraient fixées par le Parlement, par l'Assemblée nationale. On garde un Parlement à deux têtes, c'est-à-dire qu'on garde une Assemblée nationale et un Sénat. Alors le Sénat entièrement tiré au sort et qui doit valider toutes les lois qui doivent passer. Donc tirer au sort sur des personnes, un peu comme quand on va chercher des électeurs, des jurés, voilà, des gens qui s'inscrivent sur les listes. Tout à fait. Et par contre, au niveau de l'Assemblée nationale qui écrirait les lois et qui les proposerait donc au Sénat et au peuple, là il y a besoin d'une certaine compétence. Et donc cette compétence-là, on la retrouve dans la composition. C'est-à-dire que dans une Assemblée nationale de 400 personnes, il y a 190 citoyens tirés au sort, donc une petite... 210, donc une petite majorité. Et puis le reste, les 190 autres, sont des gens qui sont tirés au sort parmi des gens qui ont une compétence. Et une compétence administrative, parce que souvent la mise en place des lois nécessite un processus administratif et de faisabilité. Et donc, pour ces gens-là, on va prendre des fonctionnaires, des ministères, des régions, des départements, des grandes villes, qui sont des gens qui ont l'habitude de mettre en œuvre les lois décidées au niveau local ou au niveau régional. Et pour éviter que ces fonctionnaires-là, on va pas chercher à prendre les plus compétents et les plus pointus, parce qu'ils auront globalement un réseau de compétences qu'ils éteindront. Et on va au sein de ces gens-là, on va prendre la moitié de cadres et de non-cadres. Autrement dit, on va aussi avoir des petites mains qui ont l'habitude de mettre en œuvre les choses et qui voient un petit peu les dérives que les cadres eux-mêmes peuvent mettre en œuvre par compromission. Et donc, on peut parler de mandat, on ne parle pas de président, on parle d'un groupe de personnes, on peut parler de mandat de personnes qui n'auront pas besoin de s'occuper d'une réélection, de leur propre réélection, pour plus s'occuper des Français. Là, on a parlé de tirer au sort, effectivement. Ouais. Alors, ça fait partie des choses. J'ai dit que c'était une proposition, la constitution de provisoire de transition, comme elle est provisoire et que j'espère que l'Assemblée constituante pourra mettre en œuvre
une future constitution en 1 an ou 1 an et demi, relativement rapidement, devant les durées des mandats habituels, je n'ai pas évoqué le renouvellement de ces mandats-là. Maintenant, si ça devait durer, eh bien on a le rite constituant qui permet, et puis les contrôles... oui, la possibilité de révoquer est importante. Tout à fait. Même s'il y a une question de mandat, c'est pas forcément si important au niveau des mandats, puisque tu peux révoquer la personne si elle ne fait pas son travail comme il le faut. Et si à un moment donné on trouve que l'Assemblée constituante avance bien mais trop lentement et que les équipes en place commencent à se rouiller, etc., eh bien on peut faire un RIC général en disant on rebrasse toutes les cartes et tous les 3 mois, on renouvelle les gens qui sont aux affaires, aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, au pouvoir exécutif. Le pouvoir au peuple, la démocratie. Tout à fait. Tu peux nous dire dans quel secteur d'activité tu t'es exercé? Alors moi, je travaillais dans les hautes technologies. Hautes technologies les hautes technologies au point de vue électronique. Et donc j'étais en recherche et développement, donc j'avais un profil créatif. Et donc ce profil créatif, je le mets aussi en œuvre dans l'écriture constituante. Ça fait un moment que tu ne supportes plus, tu n'aimes plus la société telle qu'elle est. La Ve République, tu as peut-être depuis des années, peut-être même avant Nuit debout, évoqué peut-être ses travers. Et depuis Nuit debout, tu t'es mis à écrire la Constitution. Depuis avant Nuit debout, j'ai participé ça va faire 7 ans maintenant à la création d'une association qui s'appelle les Citoyens Constituants. J'étais un des 10 membres fondateurs. D'accord. Les 2 buts de l'association, c'était de promouvoir le fait que c'est aux citoyens d'écrire la Constitution et que dans tout système démocratique, il faut du tirage au sort. Oui. Et si donc, la personne ne souhaite pas faire d'occuper ce poste, elle peut quitter, elle peut s'exprimer pour dire qu'elle n'a pas envie de travailler. Alors c'est une question trop complexe pour répondre par oui ou par non, mais je peux détailler un petit peu. Ouais. Non, mais c'est pas, vous imposez pas aux gens de faire par tirage au sort pour ceux qui, ceux déjà qui sont inscrits sur des listes, comme des listes électorales. Alors c'est clair, oui. Alors c'est sur les listes électorales, qui deviennent des listes de citoyenneté. Listes de citoyenneté avec des personnes qui savent très bien ce qui peut les attendre, ce qui peut attendre. Tout à fait. Mais qui peuvent, la citoyenneté comporte des droits et des devoirs. Oui. C'est ça. Avant il y avait le service militaire, maintenant il n'y a plus ça. Donc si jamais on vous tire au sort, vous avez des devoirs. Oui. Alors, je parlais d'un revenu universel. Peut-être qu'on peut imaginer que le revenu universel soit réservé aux gens qui acceptent certains devoirs. Voilà. Tu viens chercher les compétences là où elles sont, tout à fait. Avec des personnes qui n'en vont pas forcément... Ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas mettre un fusil dans le dos de quelqu'un qui ne veut pas siéger dans une assemblée. Bien sûr. Il ne serait pas forcément compétent s'il n'a pas du tout envie de le faire. Par contre, on ne va pas non plus demander aux gens qui veulent être volontaires pour y aller. C'est-à-dire qu'on va commencer par tirer au sort, puis... sans fusil dans le dos, mais avec des incitations fortes. On va faire une mini-formation. Pour motiver la personne. De motivation, une séance de motivation. Et à l'issue de cette séance de motivation, alors peut-être qu'on pourrait imaginer d'ailleurs que quelqu'un qui ne veut même pas aller à la séance de motivation pourrait perdre ses droits civiques, pourrait pas. Avec son revenu de base, etc. Enfin, je ne sais pas, tout ça c'est en débat. Tout ce que je décris là, c'est le résultat d'une pensée construite, mais qui ne prétend pas être une pensée dictatoriale. Pour que tout le monde soit responsable, pour que toute personne se sente incluse dans la société, responsable et en comprenant qu'elle a des devoirs comme des droits, mais des devoirs. Tout à fait. Et le devoir de participer à la vie publique, c'est aussi participer à la lutte contre les abus de pouvoir par une minorité. Le fait de d'élire, c'est renoncer à exercer soi-même son pouvoir, et donc c'est donner les pleins pouvoirs aux gens qu'on élit. Alors peut-être pour un certain temps, mais c'est une abdication de l'élection. Merci, tu peux nous rappeler ton prénom? Oui, Emmanuel. Emmanuel. Et donc, je peux rappeler d'aller sur le site Constitution provisoire de transition, enfin pas le site, mais taper sur les moteurs de recherche Constitution provisoire de transition, entre guillemets, puis éventuellement PDF, et vous trouverez le texte. Et en dernière page, vous aurez des liens vers un fichier FAQ, des liens vers un fichier où vous pouvez poser des questions et proposer des modifications du texte proposé. Et puis, il y a également un lien vers le site des ateliers constituants, où il faut arriver à ce que ce texte-là ne reste pas une initiative individuelle, mais devienne une initiative collective que le peuple s'approprie de façon à pouvoir le soutenir par millions. Voilà.
Je te remercie. Pas de rien. À bientôt. C'est moi qui te remercie de ton écoute. Merci.